Salut tout le monde, il n'y a pas très longtemps, je vous avais proposé une vidéo où je tentais de vous donner des conseils pour développer une méthode afin d'analyser des mangas. Et même si dans l'ensemble la vidéo vous a plu, plusieurs personnes m'ont dit être restées sur leur faim, notamment parce que je ne faisais que survoler l'aspect analyse graphique d'un manga. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une approche beaucoup plus axée sur la question graphique et tenter de vous donner un petit lexique afin d'en mettre plein la vue à vos potes lors des conventions. On commence avec la planche, qui est tout simplement la page dans son intégralité. Elle est elle-même composée de plusieurs cases, qu'on peut aussi appeler vignettes. Ah oui, au fait, vous vous êtes déjà demandé si l'espace entre les cases avait un nom? Ben en fait oui, on appelle ça l'entre-image ou encore l'espace inter-iconique. Qui l'eût cru, l'eussent-tu cru? Les cases sont délimitées par un cadre. Ce cadre n'est pas forcément fixe, sa taille et sa forme peuvent varier au besoin, s'étirant verticalement, horizontalement et même prenant des formes géométriques autres que le carré ou le rectangle. Le dessinateur peut s'amuser avec le cadre pour faire passer beaucoup d'idées, de sensations, de dynamisme, ou encore jouer sur la notion d'échelle ou de perspective. De plus, ce cadre est parfois ignoré ou aboli, puisqu'on peut voir un phénomène d'incrustation où les cases s'emboîtent ou se superposent les unes aux autres. Les cases composent à leur tour une bande, c'est-à-dire une succession horizontale, et plus largement, elles vont composer une scène ou une séquence. Oui, me direz-vous, mais alors quelle est la différence entre une scène et une séquence? Eh bien, la scène est une suite d'images se présentant dans le même décor, là où la séquence est une suite d'images ou de scènes formant un ensemble, même si elles ne se présentent pas dans le même décor. Et justement, si on veut parler de la division narrative entre scène ou encore séquence, on utilisera le terme de découpage, qui, comme son nom l'indique, renvoie à l'action de découper le scénario dans une suite de cases pour former une narration. Le découpage détermine donc le contenu de chaque case. Et d'ailleurs, le découpage du scénario n'est pas toujours linéaire. L'auteur dispose de plusieurs outils pour chambouler l'ordre et la chronologie. Il pourra par exemple utiliser l'ellipse, qui consiste à omettre un ou plusieurs éléments nécessaires à la compréhension de l'intrigue pour produire un effet de raccourci. Il peut également avoir recours à l'analepse, qui est un retour en arrière. Oui, autrement dit, c'est un flashback, si vous ne voulez pas utiliser la langue de Jean-Baptiste Poquelin. Par opposition, l'auteur peut utiliser la prolepse, grâce à laquelle sont mentionnés des faits qui se produiront bien plus tard dans l'intrigue. Et si vous voulez vraiment en mettre plein la vue à Kevin du 62, vous pouvez lui parler de la technique des météores de Pégase. Non, c'est pas ça. Vous pouvez lui parler de la technique de l'itération iconique qui consiste à raconter une histoire avec une même case ou avec un nombre défini de cases en changeant uniquement les dialogues. Et puisqu'on parle de cases, quels sont les éléments qui peuvent les composer? Une chose qui est récurrente, ce sont les phylactères. Et là, vous vous dites peut-être « Ma parole, qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, c'est simplement un joli mot pour dire bulle. À cette bulle est en principe rattaché l'appendice, qui permet d'identifier le personnage qui s'exprime. Et dans ces bulles, qu'est-ce qu'on y trouve-t-il, ma bonne dame? On y trouve du texte, bien sûr, ce qui peut nous permettre de parler de la typographie, qui désigne des différents procédés de composition et d'impression utilisant des caractères. Ça peut aussi nous amener à parler du lettrage, qui est le fait de tracer à la main des lettres sans recourir à la typographie. Tous ces éléments nous permettent alors de parler de la manière dont le texte est imprimé, des caractères, de leur forme, de leur épaisseur, de leur disposition, de la police utilisée, etc. Et tant qu'on en est à parler des éléments textuels, on trouvera également les onomatopées, qui sont des interjections émises pour simuler
un bruit particulier. Pour le dire plus simplement, ce sont des mots qui renvoient à des sons. On pourra aussi tomber sur des idéogrammes qui sont des symboles graphiques représentant des mots ou des idées. Dans le même ordre d'idées, on peut parler des emanata, qui sont des signes symboliques émanant d'un personnage pour manifester une émotion ou un mouvement, comme des traits de vitesse, des gouttelettes de sueur, des spirales d'étourdissement, ce genre de choses. Sur le sujet des bulles ou phylactères, il en existe un type bien particulier, où on voit simplement des informations descriptives où le narrateur s'exprime. C'est ce qu'on appelle un cartouche. Et les informations contenues dans le cartouche même portent un nom. Vous pouvez utiliser les termes de didascalie ou encore de récitatif. Mais bien sûr, qui dit manga dit dessin et donc mise en scène. Parlons donc des angles de vue et des plans. Pour ce qui est des angles de vue, ils représentent en fait la position de l'œil du lecteur. Tout comme le cadre, ils participent à l'interprétation et à la perception d'une scène. Par exemple, un angle en plongée pose le regard du lecteur au-dessus de l'action et des personnages. Il peut dramatiser une scène en faisant passer un sentiment de danger ou de menace pour les personnages. La contre-plongée, pour sa part, offre une vue de dessous. Elle peut être utilisée pour faire apparaître les personnages comme des vainqueurs, imposer leur force ou leur importance, etc. Un troisième type d'angle de vue qu'on voit souvent, c'est celui du champ contre champ. Il consiste à montrer une scène sous un angle donné, puis à montrer la même scène sous un angle opposé à 180 degrés du premier. C'est donc quelque chose qu'on peut voir quand deux personnages s'affrontent ou sont assis l'un en face de l'autre. Pour finir, passons à l'idée de plan. Un plan est fait d'une seule image. Il représente le sujet que l'on peut voir à diverses distances. Changer de plan provoque donc différents effets. Et des types de plans, il y en a un paquet. Je vais me limiter à quelques exemples. Nous avons le plan panoramique qui offre une vue d'ensemble où la place est laissée au décor. Si les personnages sont présents, leur taille est donc très réduite. Il y a le plan général, proche du plan panoramique. Il offre toujours une vue d'ensemble, mais de moins loin. Le plan moyen, ou le plan en pied, cadre les personnages en entier. Il permet de se focaliser sur l'action, sur l'intrigue. Le plan américain, lui, offre une place secondaire au décor. Les personnages y sont prédominants et leur silhouette est coupée à mi-cuisse. Il permet de se concentrer sur les gestes des personnages. Il y a aussi le plan rapproché, où les personnages sont vus d'encore plus près, coupés à la ceinture. À ce stade, on rentre dans la psychologie des personnages. Il ne faudrait pas oublier le fameux gros plan où le décor disparaît puisqu'on ne voit plus que les visages. C'est un plan qui met donc l'accent sur les physionomies. Enfin, il y a aussi le très gros plan qui coupe carrément une partie du visage et qui va permettre, par exemple, de se focaliser sur les yeux ou sur la bouche. Voilà, j'ai donc essayé de vous donner un minimum de vocabulaire et bien sûr, je ne prétends pas que cette vidéo est exhaustive. Par exemple, je n'ai pas parlé de crayonné, d'ancrage, etc. Il existe beaucoup de sites et de sources d'informations pour ceux qui veulent en savoir encore plus. Bon, et puis, vous savez quoi, de toute façon, je suis vieux, c'est l'heure de la tisane, alors barrez-vous maintenant.